Bonjour à tous, bienvenue donc à notre quatrième journée donc de la FHU Respire. On est dans le même bureau avec Sandrine et donc on va vous présenter ensemble un petit peu le point actuel sur la FHU avant de passer aux différentes présentations. Des choses sur lesquelles on va passer relativement vite puisque vous connaissez bien. Globalement, notre journée, elle va s'articuler avec des présentations, des interventions ce matin avec le projet ESAGE, puis la rougeole démasquée et enfin le suivi longitudinal à sarbecovirus apparenté au SARS-CoV-2, qui est donc le sujet de thèse de l'une de nos thésardes de la FHU. Une petite pause technique d'une quinzaine de minutes avant une deuxième partie avec 3 nouvelles interventions. La première sur la pollution et les infections respiratoires, puis sur la métabolomique et enfin un appel à collaboration. Restez bien jusqu'au bout pour qu'on puisse faire une jolie photo de tout le monde présent avant de faire une pause déjeuner et de se retrouver à 13h45 pour discuter des entrepôts de données de santé, avec notamment discussion des EDS, du SNDS et d'un projet, le projet Orchidée, qui va être présenté par Yann Lestrade de Santé publique France. On fera une petite photo et puis un petit point et une petite clôture de la journée en vous invitant bien sûr à se retrouver ou en reparler à Cabourg en novembre prochain. Alors, en termes de points d'étape, je vais passer très rapidement parce que vous savez tous pourquoi la FHU respire, sachant que les maladies respiratoires chroniques sont un problème majeur du nord-ouest de la France avec un excès à la fois en termes d'hospitalisation pour asthme et BPCO. Et on sait que nos patients, eh bien, ils sont au milieu d'un environnement microbiologique, toxique et chimique qui va interagir avec eux. Et puis qu'en parallèle, eh bien, va favoriser l'émergence et réémergence de pathogènes respiratoires et l'ensemble interagit et peut conduire à l'apparition ou à l'aggravation des maladies respiratoires chroniques. Et l'idée, c'est d'avoir face à cette FHU une approche intégrée de la santé respiratoire. Donc, c'est découpé en 5 work packages, comme vous le savez. Un premier plutôt environnement, un deuxième plutôt agent infectieux, un troisième plutôt hôte et un quatrième sur le volet thérapeutique. Le dernier où tout le monde finalement fait partie et du passé au futur et la partie communication. Je vous rappelle qu'on a les 4 CHU de l'interrégion, les 6 universités, Pasteur Lille et donc 28 équipes de recherche. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on a récupéré depuis la labellisation des nouveaux partenaires, notamment l'APA, qui est l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, Simus Santé Amiens, qui est en soutien technique notamment pour faire des capsules vidéo à visée pédagogique, l'Université de Bourgogne, puisque l'un de nos membres est parti de Normandie pour la Bourgogne, l'Université de Lille, mais sur un nouveau plateau, notamment un plateau d'organoïdes, et puis l'UMR BIPAR ANSES INRAE de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Je vous rappelle qu'on avait eu une évaluation à mi-parcours l'année dernière avec un avis favorable sans réserve qu'on avait reçu le 7 juillet et que avec Sandrine, on va vous embêter à partir de la fin de l'année pour récupérer un petit peu toutes les datas puisqu'on aura un rapport final à donner au premier semestre 2026. Donc en 2025, il faut qu'on collecte l'ensemble. Plus les choses elles sont faites au fur et à mesure et moins il y a de travail pour chacun d'entre nous. On n'a pas encore la confirmation absolue qu'il y aura un nouvel appel d'offres FHU, mais on a bon espoir. Donc, ça fera l'objet notamment de discussions à Cabourg. Alors, le Claude a été mis à jour au premier semestre. Je vous rappelle que malheureusement, régulièrement, tous les 6 mois, vous devez renouveler votre mot de passe. Donc, conservez bien vos identifiants et votre mot de passe. S'il y a un souci de connexion, Sandrine a malheureusement l'habitude d'interagir avec la DSN du CHU d'Amiens et vos DSN respectives. Et il peut y avoir régulièrement un blocage par les DSN des différents établissements puisque chaque DSN remet à jour ses propres pare-feux
pour limiter les cyberattaques. Et quelque chose qui pouvait marcher le lundi peut très bien ne plus marcher le mardi. Donc, c'est parfois de notre côté que ça pose problème, c'est parfois, du côté de vos établissements. Donc on est actuellement à 210, membres de la FHU et donc, sur le cloud, vous trouverez donc les compétences des 28 équipes partenaires. N'hésitez pas à aller chercher, soit sur les compétences des équipes, soit sur les compétences individuelles lorsque vous avez un projet, de manière à voir si quelqu'un peut vous aider au sein de la FHU. Hein, l'objectif de la FHU, c'est vraiment d'être collaboratif, donc c'est-à-dire de faire des projets ensemble, de récupérer des compétences ailleurs qu'on n'a pas, sur nos propres établissements. Donc n'hésitez, vraiment pas. Il y a une base de pro des données, projets impliqués dans la FHU. Il y en a 74 en mars 2023. C'est vrai que depuis, la notre mi-parcours, ça s'est un peu moins rempli, on va dire, le cloud. N'hésitez pas à mettre au fur et à mesure, ça sera, plus facile quand on vous harcèlera, l'année prochaine pour récupérer vos datas. Donc pareil, il y a suite des appels à projets déposés. On prend tout, y compris ce qui n'a pas été validé et puis on essaye de mettre à jour donc tous les documents. Je vous rappelle qu'on a eu un label donc à partir du 1er janvier, 2021. Je vous encourage à mettre bien sûr projet partenaire de la FHU Respire. C'est censé aider et c'est ce qu'on a fait remonter. C'est censé aider à avoir des financements. Donc c'est pas toujours clair en fonction des appels d'offres. On a fait remonter ce problème au niveau, du G4. Donc ça, c'est vraiment important et les publications qui impliquent enfin, qui sont vraiment via la FHU, faut essayer de bien mettre, la FHU, le G4 et le fait que ça a été donc labellisé par le projet Avisan. Je vous rappelle et notez bien dans vos agendas donc le prochain, congrès de la FHU Respire. Je vous rappelle que donc on est notre 4e journée donc en vidéo, qu'on aura notre 3e, qu'on a eu déjà 3 journées pardon, en présentiel et que la 4e aura lieu donc le 28 et le 29 novembre. La première avait eu lieu à Amiens, la 2e associée à un congrès à Forges-les-Eaux, la 3e donc à Lille, la 4e donc associée de nouveau à un congrès le 28 et le 29 novembre à Cabourg au centre, Talazur. On est en train de boucler le programme avec le conseil scientifique et le COPIL. Et donc on va prochainement diffuser le pré-programme et bien entendu, il y aura un appel à communication. C'est extrêmement important avec, là encore, des prix, du meilleur poster et de la meilleure communication orale et on fera l'ouverture donc des inscriptions, à la mi-juillet. On est en train de voir le nombre maximum de participants qu'on peut avoir par rapport aux capacitaires et ça se situera probablement entre 70 et 85, donc un nombre limité avec, je vous rappelle, une prise en charge par la FHU, de votre logement, de l'inscription au congrès et de vos repas. Donc notez également dans vos agendas la prochaine, journée de la FHU Respire en visio qui aura lieu donc le 17 mars, pardon, le 13 mai, 2025. Donc pour bien déjà bloquer la date dans vos agendas. Et puis la dernière, journée scientifique de la FHU actuelle, vous pouvez le mettre aussi dans vos agendas, donc aura lieu donc en présentiel le 25 novembre 2025, donc près d'Amiens, au Moulin des Écrevisses, un lieu plutôt fort sympathique, bien entendu, encore plus s'il y a un peu de soleil et donc qui devrait, permettre encore des journées intéressantes. Donc là encore, bloquez dans vos agendas, on est très en avance. L'idée est que vous puissiez être tous présents puisque ce sera notre dernière journée, officielle pour la première FHU Respire en espérant qu'il y ait un appel d'offres et que nous soyons labellisés une 2e fois, pour Respire. Je vous rappelle qu'on a un comité, de pilotage qui est le même depuis, le départ et qui travaille bien puisque s'est déjà réuni 12 fois et se réunira une 13e fois en septembre 2024. Un conseil scientifique qui s'est un tout petit peu modifié en termes de représentants du Work Package 1. C'était Émilie Fréal sur la première partie de la FHU. C'est Sébastien Antérieux sur la 2e partie. Pour les autres, eh bien, ils sont là depuis le départ. Et donc là encore, on a bien travaillé puisqu'on s'est réunis 20 fois et la 21e sera le 4 juin. Le groupe EDC, très riche, comme vous le voyez, qui est là pour l'enseignement, les meetings, la communication entre les membres de la FHU. Alors, il n'y a pas la date de la prochaine parce que pour l'instant, on a du mal à trouver une date qui corresponde à tout le monde, mais plus on est nombreux, plus c'est compliqué d'harmoniser les agendas.
Je vous rappelle qu'on a un soutien, financier donc du G4 avec 90 000 € pendant 5 ans. Alors je vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation de ce financement. Comme vous voyez, il y a bien sûr le salaire de Sandrine, mais en même temps sans Sandrine, je pense qu'on ne pourrait pas fonctionner. Essentiellement ensuite, c'est l'organisation de nos journées, les prix des communications, les frais de publication et puis discuter des appels d'offres. Hem Donc, on avait émis un appel d'offres, appel à projet FHU Respire d'un montant de 50 000 €. Donc, il y avait eu un seul projet soumis qui avait rempli les critères d'éligibilité. Je vous rappelle que l'un des critères, c'est qu'il y ait des équipes de villes différentes, puisque c'était l'idée de cette fédération. On n'a eu qu'un seul projet, alors peut-être parce que le temps était court, qu'il y avait d'autres projets en concurrence, enfin d'autres appels à projets en concurrence. La difficulté de faire des choses à plusieurs en un temps court et on vous a concocté, vous verrez pour, novembre, un moyen peut-être de favoriser encore les collaborations et donc de pouvoir répondre à l'appel à projets, de l'année prochaine puisqu'il y en aura un autre. Je vous rappelle également qu'on a, des aides de nos universités avec des allocations, doctorales, une par l'UPJV, c'est la thèse, d'Élise Charrier, donc sur synthèse évaluation biologique de nouveaux antimycobactériens. 2 demi-allocations, donc des DRC de Rouen et Caen avec une deuxième demi-allocation par, le conseil régional de Normandie pour les thèses, de Alice Michel sur le projet Microbiosme, sur l'étude de la dynamique des microbiomes des voies respiratoires supérieures et inférieures associées à l'asthme sévère du nourrisson. Donc, l'avancement de ces 2 thèses, sera fait en novembre. Pour la troisième thèse, qui est celle, de Daphné de Riol de Fonclare, sur EMERCOV, dynamique évolutive des sarbecovirus, mécanismes et conditions d'émergence du SARS-CoV-2, nous aurons la chance d'écouter son avancement, tout à l'heure. Et puis pour, Lille, c'est un financement qui est donné donc, à la FHU Respire pour les équipes lilloises et je vous rappelle qu'on avait fait un appel à projet, l'année dernière qui a permis de proposer donc et de financer 3 projets de master 2, sur Lille et on devrait avoir, une présentation, des résultats à la prochaine, journée, de la FHU, sur Cabourg. Ensuite, il y aura un nouvel appel, à projet, qui sera donc, fait en 2024, enfin voilà, pardon, en septembre 2024. Là encore, pour pouvoir, excusez-moi. Donc il va permettre, j'espère de pouvoir apporter donc, enfin, là encore, financement de 2 projets de master 2 avec les financements des années, 2024 et 2025 pour 2 master 2. Et puis enfin, il y a un financement de l'INSERM qui est directement donné pour des équipes, heu, INSERM, donc qui est de 20 000 € et dont bénéficie pour l'instant une seule équipe. Nous, on avait demandé, puisqu'il y avait une deuxième équipe qui avait été, labellisée INSERM au cours de la FHU, mais ils ont pris que l'équipe qui était labellisée au moment, de la formation de la FHU Respire. Et puis, voilà les programmations des futures, comment dire? Réunions des work package et je vais laisser la parole, à Sandrine. Claire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. OK. Donc pour la partie communication, je voulais faire juste un petit point sur les outils qu'on avait développés depuis le début de la FHU. Donc ah, attends, Non, c'est moi qui ai fait une bêtise. c'est pas grave. Voilà. Ah! Donc on dispose d'une page internet, de la FHU Respire qui est, hébergée par le site internet du CHU d'Amiens. Qui sera mise à jour d'ici la fin de l'année. On a développé un compte LinkedIn de la FHU Respire qui nous permet de gérer les actualités de la FHU, donc les conférences, congrès et toutes les actualités à partager. On a également mis en place une chaîne YouTube de la FHU Respire qui nous permet de diffuser des fichiers très volumineux comme les conférences du dernier mardi du mois.
qu'on diffuse en replay avec une possibilité pardon, de déposer les fichiers soit en mode public, donc accessible à tous, soit en mode non répertorié, où seul le lien de connexion est partagé aux membres de la FHU. Vous avez dû le voir dans vos boîtes mail récemment. On a lancé notre première newsletter, enfin, donc le 20 avril 2024. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, on a un outil, cette fois, qui a été développé par le GIRCS, pardon, qui est un thésaurus sur les appels à projets qui vous permet d'enregistrer des alertes en fonction de votre domaine d'expertise, du type d'appel à projet que vous souhaitez chercher et de la localisation. Donc, n'hésitez pas à aller sur cet outil pour créer des alertes et trouver des appels à projet. Tu peux passer la diapo, s'il te plaît. On a également mis en place donc, les conférences du dernier mardi du mois. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de faire connaître la FHU et mettre en avant les compétences et les travaux de recherche des membres de la FHU avec des sujets sur des présentations, des débats autour de projets, d'avancées, d'outils ou de technologies dont vous disposez dans vos laboratoires et qui pourraient être utiles aux autres membres de la FHU. Ces conférences peuvent être orientées soit grand public, soit réservées aux professionnels de santé. Elles sont organisées chaque dernier mardi du mois de 13 h à 14 h ou, petite nouveauté, le mardi qui va précéder les vacances scolaires de manière à permettre à tous de vous connecter à ces conférences. Donc, elles ont lieu en visio sur Zoom sur 30 à 45 minutes avec un temps pour les échanges et les questions. Donc, ces événements-là sont diffusés auprès de des 4 CHU, partenaires de la FHU, des 6 universités, des associations patients de tous nos partenaires et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à partager ces événements. Voilà, un petit florilège des dernières conférences du dernier mardi du mois qui ont eu lieu ces derniers temps, que vous pouvez retrouver en replay sur YouTube, soit donc en accès public, et si c'est en accès non répertorié, ils ont été envoyés les liens par mail à tous les membres de la FHU, et si vous ne le retrouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous le retransmette. Pour le programme 2024-2025 de nos conférences, vous voyez, le programme commence à se terminer. On pense évidemment au programme 2025. Donc, si vous avez des suggestions, des propositions à faire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on programme donc, la suite de nos conférences. Prochaine conférence du mardi du mois aura lieu le mardi 26 mai, c'est pas grave. Le mardi 26 mai, donc de 13 h à 14 h, et c'est Romain Copé, qui est maître de conférence en bioinformatique à l'Université de Rouen, qui nous présentera une étude phylodynamique du SARS-CoV-2 en France, en Europe et dans le monde en 2020. Donc, n'hésitez pas à partager l'information. Je la diffuserai cette semaine et sur LinkedIn et par mail. Alors, vous avez dû donc la voir dans vos boîtes mail. Elle a été diffusée le 20 avril dernier, notre première newsletter qui s'appelle Respire Info. L'objectif de cette newsletter, c'est d'informer les membres de la FHU de ce qui est fait dans les autres Work Packages et puis des événements, des actualités qui sont organisés. Le public visé, évidemment, pour l'instant, ce sont tous les membres de la FHU. On prévoit une fréquence de diffusion tous les 3 mois. Et la prochaine newsletter devrait être diffusée en juillet 2024. Donc, vous la voyez sur le côté. Si vous ne l'avez pas reçue dans vos boîtes mail, n'hésitez pas à aller voir dans vos spams. Ça peut tomber pas mal dans les spams. Donc, n'hésitez pas à aller voir dedans et n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne l'avez pas eu, je pourrais vous la renvoyer. Au niveau du contenu, vous pourrez voir qu'il y a un édito tout en haut et sur la partie droite, vous avez un QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone et qui va vous permettre d'avoir directement sur le smartphone accès à tous les articles de la newsletter qui sont hébergés en partie sur le compte LinkedIn de la FHU. En tout cas, c'est assez pratique pour aller regarder ce qu'on a envie de lire. Sur les contenus, évidemment, il y aura un agenda avec tous les événements qui sont attraits à la FHU, des news que je vous transmettrai, et puis des articles par Work Package qu'on partagera. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc, sera discuté à chaque réunion de Work Package les éventuels news articles qui pourraient être partagés dans les futures newsletters. Et puis, si vous identifiez vous-même un sujet que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous le faire savoir et qu'on le mette à l'ordre du jour.
Je voulais faire un petit point sur voilà, les formats types de l'article. Si vous n'avez pas regardé la première newsletter, n'hésitez pas à aller la lire pour voir un petit peu comment elle est construite. C'est la première. N'hésitez pas à nous faire des retours également, que ce soit positifs ou négatifs. On est attrait pour avoir ces informations. En tout cas, pour la première, on est parti sur des articles simples avec des actualités à diffuser pour informer les membres de la FHU de ce qui est fait dans les autres Work Packages. Le format type de l'article, c'est un titre très court, hein, vous le voyez là, c'est encadré en rouge sur votre écran. Une phrase d'accroche avec une illustration ou plusieurs pour l'article pour rendre les propos plus attractifs. Et puis un article d'environ une page à 4 qui sera accessible en cliquant sur le bouton plus d'infos. Si c'est un peu plus qu'une page à 4, il n'y a aucun problème, hein. On est parti là-dessus pour, on va dire, un minimum, une page à 4. Et donc, votre article peut contenir d'autres liens hypertextes vers d'autres contenus et vos articles seront accessibles sur le compte LinkedIn de la FHU Respire. Rapidement, les petites idées qu'on avait mises en avant pour justement partager des infos sur cette newsletter et lui permettre d'être pérennisé. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir des présentations de votre laboratoire, de votre équipe, avec les axes de recherche, vos compétences, éventuellement du matériel que vous auriez à disposition qui pourrait être utile à d'autres membres de la FHU. On va faire des portraits de chercheurs ou de doctorants. On pourra parler de présentation, de lancement de projets, d'avancées significatives d'un projet, d'un appel à projet qui a été obtenu, de vos résultats ou publications sur lesquelles vous souhaiteriez partager, un nouveau matériel acquis, et puis également partager des retours de congrès avec des faits marquants, des résumés, voilà, que vous souhaiteriez, dont vous souhaiteriez pardon, faire part aux autres membres de la FHU. On partagera également des focus sur des événements, avec des journées scientifiques, des conférences, des soutenances, des associations, patients, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées pour qu'on fasse vivre cette newsletter. Rapidement, au niveau des capsules vidéo, on en parle à chaque réunion de Work Package et ça commence à tranquillement voir le jour. Donc, ces capsules, elles ont pour objet de présenter des sujets aux autres membres de la FHU sur un autre format que des articles écrits. Donc l'idée, c'est de réaliser des courtes vidéos de 2 à 3 minutes ou un peu plus en fonction des sujets pour illustrer et rendre plus visible, j'y arrivé, le travail des équipes impliquées dans la FHU et dynamiser notre communication. Donc, ces vidéos sont plutôt à viser grand public, mais elles peuvent aussi être pour les professionnels du secteur. Les sujets, en gros, ça va être les mêmes que pour ceux de la newsletter. Et puis, vous pouvez proposer aussi des choses. Les enregistrements, prise de vue et montage, alors on peut le faire soit via Zoom, soit via un téléphone portable. Ça donne de très bonnes choses aussi. Et puis, vous pouvez avoir un accompagnement par le staff du SIMU Santé ou du CHU, avec soit le studio de tournage si vous voulez et vous souhaitez vous déplacer ici, soit un accompagnement pour le montage vidéo qui est à votre disposition sur rendez-vous. Donc au niveau du montage, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on pourra organiser les choses pour que vos capsules voient le jour. Elles seront diffusées sur YouTube et sur LinkedIn et on aimerait identifier au moins 2-3 capsules par Work Package. Petite idée pour la communication de ces capsules. Alors, c'est une idée, c'est pas une obligation. C'est de communiquer via ce format lors des journées mondiales dans la thématique de la FHU. Alors, je ne reviendrai pas sur la sélection des journées 26 août, la nuit internationale de la de la chose. chose. Et voilà, c'était pour un petit clin d'œil à Meriadeg. En tout cas, vous pouvez aller chercher sur Internet. Il y a forcément une journée qui correspond à votre spécialité et qui pourrait être l'objet d'une capsule. Donc, n'hésitez pas à réfléchir avec vos équipes pour créer ces petites capsules qui permettront de dynamiser notre communication. Si vous avez des événements que vous organisez dans vos laboratoires, dans vos équipes, donc on les recense pour les diffuser sur les canaux de la FHU. Donc envoyez-nous vos flyers, programmes et liens Internet pour qu'on puisse les diffuser à la fois par mail, sur LinkedIn et maintenant dans notre newsletter.
peux passer. De la même façon, si vous organisez des événements, vous pouvez disposer d'un roll-up de l'AFHU. Donc, la plupart des équipes en ont déjà un, mais si vous ne l'avez pas encore, on en a encore deux disponibles. On peut encore en faire si besoin. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir par mail et on peut avoir d'autres supports de communication sur demande. Donc, vous voyez des tasses ou des stylos avec un autre logo et puis une petite phrase d'accroche avec notre recherche vous donne du souffle qu'on peut vous transmettre sur demande. Très rapidement, un point sur la fête de la science 2024. Hein, la FHU y participe depuis 2021. Donc cette année, elle aura lieu du 4 au 14 octobre. La thématique de cette année, c'est un océan de savoir qu'on va décliner en plongée au cœur de la santé. Donc on n'a pas encore mis au point enfin, notre atelier ou notre visite, notre stand, pardon, mais on va y réfléchir. On diffusera ce qui sera organisé par nos partenaires par mail et sur LinkedIn, je pense le moment venu en septembre ou octobre. Un petit florilège des événements à venir dans la thématique de la FHU. Donc, le prochain congrès de l'ATS qui aura lieu du 17 au 22 mai à San Diego. Le congrès international sur les modifications post-traductionnelles bactériennes qui aura lieu du 29 au 30 mai à Rouen. Le congrès de la Société française de mycologie médicale les 4 et 5 juin à Angers, les JNI, Journée nationale d'infectiologie, du 12 au 14 juin à Deauville, le congrès de l'ERS du 7 au 11 septembre à Vienne, le congrès national de la Société française de microbiologie du 7 au 9 octobre à Lille, les J2R, Journée de recherche respiratoire du 18 au 19 octobre à Paris, les journées du GREPI, donc c'est les journées de recherche et enseignement en pneumologie qui auront lieu les 14 et 15 novembre à Chantilly. Et enfin, le congrès de pneumologie en langue française, le CPLF, qui aura lieu du 24 au 26 janvier 2025 à Marseille. Je te laisse la parole, Claire. Alors, on va ensuite repartir sur la partie enseignement. Et donc, sous la houlette, on va dire, de Muriel Pichavant, je vous rappelle qu'il y a la création d'un DU de pneumologie et de recherche transstationnelle qui devrait devenir ensuite un DIU avec un enseignement essentiellement donc en e-learning avec 6 UE et dans chaque UE une approche transstationnelle qui part de la recherche fondamentale vers la recherche clinique développée. Donc, la maquette va être déposée au conseil de l'Université de Lille en mai-juin et on espère un démarrage probable en novembre de cette année. Donc, voilà, avec essentiellement peut-être des cours dès janvier 2025. Vous avez ici les 6 UE qui sont présentés avec un certain nombre d'UE qui sont gérés par les membres de la FHU Respire. Et puis, ben, on va passer donc à notre journée de la FHU Respire. Voilà, donc vous avez ici le petit QR code si vous voulez avoir avec vous le programme pendant toute la journée. Donc, n'hésitez pas à le scanner. Normalement, ça passe même sur vos ordinateurs. Donc, avec des communications orales, un appel à collaboration et une après-midi thématique sur les entrepôts de données de santé. Et on vous souhaite avec Sandrine une excellente journée. Eh bien, il est 11h15. Je pense qu'on va reprendre pour rester dans les temps. Muriel, si tu es avec nous. Je suis là. Parfait. Je te donne donc la parole sur pollution et infection respiratoire, le rôle clé du système immunitaire. Merci beaucoup. Donc, merci de me donner l'occasion de présenter une partie des travaux qu'on réalise au laboratoire. Et donc, je suis chercheur INSERM et je travaille au Centre d'infection et d'immunité de Lille sur le campus de l'Institut Pasteur. Donc, alors, est-ce que mon diaporama passe? Ouais, c'est bon. Alors, donc un petit contexte. Donc, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, en fait, qui a été dite par le directeur régional de l'OMS pour l'Europe. L'air pur devrait être un droit humain fondamental et une condition nécessaire à la santé et à la productivité des sociétés. Toutefois, bien que la qualité de l'air se soit quelque peu améliorée au cours des 3 dernières décennies, des millions de personnes continuent de mourir prématurément.
Donc, il est donc urgent de prendre en compte, en fait, l'impact de l'environnement sur la santé humaine et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, il faut savoir, en fait, que la pollution atmosphérique, est responsable d'environ, 9 millions de décès prématurés dans le monde entier, comme on peut le voir sur la carte ici et c'est pourquoi la pollution atmosphérique constitue un défi majeur pour la santé publique. Il faut savoir que cette pollution atmosphérique a de multiples facettes, elle peut être soit gazeuse ou soit particulière. Et il y a de nombreuses études épidémiologiques notamment qui ont montré une augmentation des hospitalisations pour infections, qu'elles soient respiratoires ou autres, et une augmentation des coûts de santé après des pics de pollution. C'est pourquoi il est urgent de comprendre les mécanismes immunitaires impliqués dans la vulnérabilité aux infections pour développer des stratégies de prévention et de traitement efficaces. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, je vais focaliser mon talk sur la pollution particulière et en fait, je vous ai mis ici, en fait, une échelle, qui représente, en fait, les différentes tailles qui vont des microparticules aux nanoparticules et on voit qu'il existe, en fait, différents types de pollution particulière, encore appelées PM. C'est ce que vous voyez ici en violet sur la diapositive et en fait, cette pollution particulière se situe entre la taille, en fait, d'un virus et d'une cellule. Il faut savoir qu'en fonction du diamètre aérodynamique de ces particules, donc celles-ci ont été catégorisées, donc soit des PM10, donc ce sont les plus grosses particules, les PM2,5, les PM1 et les PM0,1. Et justement, selon leur diamètre aérodynamique, ces particules vont pouvoir pénétrer de façon plus ou moins profonde dans l'arbre respiratoire et même se retrouver dans la circulation sanguine. Ici, nous allons, plus précisément développer en fait, la suite de cette présentation sur l'impact des PM2,5 qui sont donc des particules fines qui vont pouvoir, une fois inhalées, atteindre les voies respiratoires inférieures. Donc lorsque notre organisme est exposé à différents aérocontaminants, donc notamment à la pollution atmosphérique, mais encore des bactéries, des pollens ou des virus, il existe différents mécanismes de défense propres à l'hôte. Dans un premier temps, ces aérocontaminants vont être éliminés par l'escalator mucociliaire, donc ils vont remonter ces contaminants pour être crachés au niveau de l'appareil respiratoire supérieur. On retrouve aussi la barrière épithéliale, donc qui va constituer une barrière physique entre l'environnement extérieur et l'hôte. Et en fait, cette barrière n'est pas seulement physique, elle est aussi chimique, parce que ces cellules épithéliales vont aussi pouvoir produire des médiateurs de l'inflammation qui vont participer en fait au recrutement de cellules immunitaires et participer à l'élimination des pathogènes ou des aérocontaminants afin de rétablir une homéostasie. En présence de différents aérocontaminants, donc on peut avoir une altération de cet épithélium, comme vous pouvez le voir ici, ce qui va donc sécréter des cytokines. Ceci va conduire à une hyperactivité bronchique, la sécrétion de mucus et induire une inflammation chronique avec la participation de différents types cellulaires du système immunitaire. Donc, pardon. Dans la littérature, il a été rapporté déjà que la pollution pouvait modifier la réponse de l'hôte en perturbant notamment in vitro les réponses antimicrobiennes et les réponses immunitaires de type régulatrice, que ces polluants atmosphériques pouvaient stimuler la production de cytokines inflammatoires par l'épithélium et les cellules de l'immunité, comme notamment les macrophages. Il a aussi été démontré que ces polluants particuliers pouvaient potentialiser les réponses TH2, mais aussi les réponses de type TH17. Et enfin, conformément aux données d'immunologie, la pollution est cliniquement associée à des exacerbations respiratoires, notamment chez des personnes vulnérables qui souffrent d'asthme ou encore de BPCO. Ainsi, l'objectif de notre projet de recherche est de décrypter les altérations immunitaires induites par l'exposition au PM2,5 qui favorisent les infections pulmonaires. Plusieurs pistes en fait s'offrent à nous d'après la littérature, avec notamment une application du stress oxydatif. Et ça, en fait, c'est une partie du travail que nous avons déjà exploré et qui a été publié en 2017. On sait aussi que les TLR jouent
un rôle important dans l'augmentation de la susceptibilité aux infections respiratoires. Et enfin, il y a une piste qui n'avait pas encore été explorée, qui est le rôle des cytokines IL-20. En effet, de nombreux travaux dans la littérature ont démontré que les cytokines IL-20 étaient impliquées dans le contrôle de pathogènes. Et au laboratoire, nous avons nous-mêmes montré que ces cytokines étaient impliquées dans la susceptibilité aux infections bactériennes. C'est ainsi que nous avons développé l'hypothèse de travail que les cytokines IL-20 étaient capables de favoriser les infections pulmonaires après exposition au PM2,5. Donc, petit rappel sur ce que sont ces cytokines IL-20. Donc, ces cytokines IL-20, regroupent la famille des cytokines IL-19, IL-20, IL-24 et aussi l'IL-26 chez l'homme. Elles font partie de la plus grande famille de l'interleukine 10, avec notamment l'IL-22. Ces différents types de cytokines peuvent interagir avec deux types de récepteurs, comme vous pouvez le voir ici. Ces récepteurs sont hétérodimériques et il existe une sous-unité commune à ces deux types de récepteurs, qui est la sous-unité IL-20RB. Donc je le précise ici parce que on va se servir de cette sous-unité plus tard dans le talk. Donc, comme je le disais auparavant, ces cytokines IL-20 sont impliquées dans l'élimination des pathogènes, mais elles ont aussi été démontrées comme jouant un rôle protecteur au niveau des tissus et participer à l'homéostasie des différents tissus. Donc, au laboratoire, nous avons développé différents modèles expérimentaux d'exposition au PM2,5. Nous avons dans un premier temps développé un premier modèle murin avec une exposition aux particules de la vraie vie, je dirais. Donc ce sont des particules qui ont été collectées à Douai en 2013 et un second modèle qui repose sur l'exposition à des particules commerciales qui sont les SRM 2786 et ces deux types de particules sont donc assimilées à des particules de type 2,5. Vous pouvez le voir ici que les souris ont été exposées à 40 microgrammes de particules 3 jours consécutifs afin de mimer un pic de pollution. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons analysé l'inflammation au niveau du compartiment pulmonaire en analysant le nombre de cellules totales dans le compartiment pulmonaire, mais aussi en analysant les sous-types de cellules immunitaires recrutées après exposition. Et on voit en fait qu'après un pic de pollution, donc 3 expositions, soit au CPMD, soit au SRM, on a une augmentation du nombre de cellules totales dans le poumon, caractérisée principalement par un recrutement de macrophages et de cellules dendritiques. Donc pour mieux focaliser notre travail, donc nous avons, et pour explorer le rôle des cytokines L20, nous avons d'abord exploré leur production dans le modèle avec les particules de la vraie vie. Donc nous avons réalisé des dosages, nous avons évalué par RT-PCR les niveaux de transcrits pour l'IL-19, l'IL-20, l'IL-24, mais aussi la sous-unité du récepteur IL-20RB dans le poumon des souris. Et comme vous le voyez ici, on a une induction significative du nombre de transcrits pour ces différentes cibles. Ceci aussi a été observé dans le modèle utilisant des particules commerciales. Donc on a une tendance à l'augmentation de l'IL-19 et avec une augmentation significative de l'IL-24. Ainsi, l'exposition à un pic de pollution PM2,5 est capable d'induire la production de cytokines IL-20 dans le compartiment pulmonaire. Nous avons aussi validé ceci avec la réalisation de marquages en immunohistologie sur des coupes de poumons, soit de souris contrôle sur la ligne du haut, soit sur des souris exposées au PM. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont principalement les macrophages, donc que vous voyez ici, et les cellules épithéliales qui sont capables d'exprimer les différents types de cytokines, IL-19, IL-20, IL-24. Et cette approche, par contre, ne nous permet pas d'évaluer si l'exposition au PM est capable d'augmenter leur expression. Mais on voit bien une colocalisation des macrophages gorgés de PM avec l'expression notamment de l'IL-24.
Nous avons aussi réalisé des marquages en immunohistologie pour caractériser l'expression des différentes sous-unités des récepteurs aux cytokines IL-20. Et on voit encore ici que l'épithélium que vous voyez ici, mais aussi les macrophages qui sont gorgés de particules, expriment eux aussi les différentes sous-unités des récepteurs, c'est-à-dire l'IL-22RA, l'IL-20RA et l'IL-20RB. Donc il semblerait que dans le compartiment pulmonaire, ce soit l'épithélium et les macrophages qui expriment à la fois les cytokines et les récepteurs correspondants. Donc, comme je vous l'ai dit initialement, notre hypothèse, c'est que ces cytokines sont impliquées dans la susceptibilité à l'infection. C'est pourquoi nous avons développé un nouveau modèle expérimental consistant en l'exposition aux particules par voie intranasale. Et ensuite, on a exposé nos souris à des doses différentes de Streptococcus pneumoniae, donc SP, tout le long de que ça va être pour Streptococcus pneumoniae, à différentes doses, soit à 5,10,5 CFU, soit à 10,6. Donc, comme attendu, donc nous avons analysé la courbe de survie au cours du temps. Donc, comme attendu, les souris non infectées ne meurent pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les souris en fait infectées avec les différentes doses de SP ont une mortalité dès 3 jours pour les souris PBS pour la plus forte dose et dès 5 jours pour la plus faible dose. Par contre, quand les souris ont été pré-imprégnées avec les PM2,5, on voit qu'il y a une augmentation de la mortalité et celle-ci commence à mourir dès le 3e jour après post-infection. Ce qui suggère donc que les souris exposées au PM sont plus vulnérables aux infections et notamment à l'infection avec Streptococcus pneumoniae. Nous avons aussi évalué la charge bactérienne en Streptococcus dans le compartiment pulmonaire de ces souris 24 heures après l'infection. Et ce qu'on voit, c'est qu'alors que les souris R ont quasiment clairé l'ensemble des pathogènes, il reste encore des bactéries dans le compartiment pulmonaire des souris qui ont été préexposées au PM2,5. Ceci suggère donc qu'il y a un défaut de clairance des bactéries dans les poumons des souris exposées au PM2,5. Donc, pour démontrer en fait l'implication des cytokines IL-20, nous avons ici adopté 2 stratégies. La première stratégie consistait à l'utilisation d'un anticorps anti-IL-20RB. Donc, c'est un anticorps monoclonal neutralisant humain, mais qui cross-réacte avec la souris. C'est un anticorps que nous avons identifié en réalisant un screening d'une banque de phage display avec l'aide de Bruno Robert à Montpellier. Et donc, nous avons identifié un clone qui est capable de neutraliser le récepteur. Et la deuxième stratégie était l'utilisation de souris IL-20RBK. Vous avez ici représenté le nombre de cellules que l'on retrouve dans le lavage broncho-alvéolaire ou encore dans le compartiment pulmonaire chez nos différents groupes de souris. Donc ici, vous avez dans un premier temps les souris non infectées. Donc vous voyez ici qu'après exposition au PM, on a une augmentation du nombre de cellules dans le lavage broncho-alvéolaire et dans le poumon, ce qui montre bien que l'exposition seule au PM est capable d'induire une inflammation pulmonaire. Et on voit que quand ces souris exposées au PM sont aussi infectées par le pneumocoque, on a une majoration de cette inflammation. Ce qui montre bien que la pré-imprégnation au PM2,5 induit une inflammation bien plus accrue en réponse au SP. Notre but ici a été de démontrer l'implication des cytokines IL-20 et c'est ce qu'on voit ici. Quand on traite nos souris avec un anticorps neutralisant anti-IL-20RB, on voit une diminution de cette inflammation dans le lavage broncho-alvéolaire. On voit aussi une limitation de l'inflammation dans le compartiment pulmonaire. Et cette limitation de l'inflammation est aussi diminuée chez les souris IL-20RBKO. Ceci suggère que neutraliser l'effet des cytokines IL-20 est capable d'améliorer l'inflammation pulmonaire. Nous avons aussi évalué par cytométrie en flux les différentes populations de cellules immunitaires
présentes dans le compartiment pulmonaire. Et là, j'ai choisi de vous montrer uniquement le recrutement des cellules présentatrices d'antigènes, notamment les cellules dendritiques sur la gauche et les macrophages sur la droite. Là encore, on voit que l'exposition au PM seul, donc c'est-à-dire un pic de pollution, induit un recrutement de cellules dendritiques et un recrutement de macrophages. Ce recrutement de cellules présentatrices d'antigènes est majoré en réponse au pneumocoque et ce recrutement de cellules présentatrices d'antigènes est diminué avec nos deux stratégies d'approche, que ce soit l'anticorps anti-L20, donc pour les cellules dendritiques en violet ici, et pour les macrophages, mais aussi dans le cas des souris L21BKO. Ceci suggère donc que neutraliser l'effet des cytokines IL-20 est capable de limiter le recrutement des cellules présentatrices d'antigènes. Nous avons aussi évalué l'effet de ce traitement par anticorps sur la charge en pneumocoque dans le compartiment pulmonaire 24 heures après l'infection. On voit ici que des souris traitées par l'isotype contrôle, donc on retrouve des bactéries dans le poumon, c'est ce qu'on avait initialement, et que le fait de traiter avec l'anticorps anti-L1RB est capable de diminuer la charge bactérienne dans le poumon, c'est-à-dire qu'on a une amélioration de la clairance de la bactérie dans le poumon. Ainsi, nous avons démontré ici que l'exposition au PM2,5 est capable d'induire une augmentation de la susceptibilité à l'infection et de démontrer que les cytokines IL-20 jouent un rôle délétère dans le contrôle de cette infection respiratoire. Maintenant, en fait, est-ce que ceci est transposable chez l'homme? Donc, comme je vous l'ai montré ici chez la souris, nous avons montré que ces cytokines de type IL-20 étaient principalement exprimées au niveau des macrophages et de l'épithélium bronchique. C'est pourquoi nous avons généré des macrophages humains à partir de sang total. Donc, nous avons dans un premier temps isolé des monocytes humains CD14+, que nous avons différenciés en macrophages en présence de GM-CSF pendant 6 jours. Et ce sont ces macrophages que nous avons exposés au PM2,5. Donc, comme vous le voyez ici en noir, donc nous avons exposé ces macrophages humains au PM2,5 et nous avons mesuré, 24 heures après cette exposition, les concentrations d'IL-19, d'IL-20 et d'IL-24 dans les surnageants de ces cultures. Comme vous pouvez le voir ici, l'exposition au PM2,5 est capable d'induire la production d'IL-19 par les macrophages humains. Donc, que ce soit chez la souris ou l'homme, les PM semblent capables de moduler la production de cette famille de cytokines. Nous avons aussi étudié les fonctions de ces macrophages en étudiant notamment l'endocytose sur la gauche et les capacités bactéricides sur la droite, comme vous pouvez le voir ici. Quand les macrophages ont été préexposés au PM, donc la barre grise par rapport à la barre blanche, pardon, on a une augmentation de bactéries dans les macrophages. Ce qui suggère donc que les PM2,5 augmentent le nombre de bactéries endocytées par les macrophages humains. Quand ces macrophages humains sont traités avec l'anticorps anti-L20RB, la capacité d'endocytose de ces macrophages est diminuée et retrouve à peu près un taux basal, suggérant que la neutralisation de la sous-unité L20RB est capable de diminuer l'endocytose des bactéries par les macrophages. Quand on regarde la capacité bactéricide des macrophages, on voit qu'on le retrouve beaucoup plus de bactéries sur nos gélos chocolat quand les macrophages ont été préexposés au PM, ce qui démontre un défaut de bactéricité des macrophages après exposition au PM. Et là encore, on voit une amélioration quand on traite ces macrophages en bloquant la sous-unité IL-20RB. Et il semble qu'on est capable de restaurer les capacités bactéricides de ces macrophages après traitement avec l'anticorps neutralisant. Donc, pour conclure cette étude, donc, je vous ai fait un petit graphique à l'abstract sur la gauche. Il semblerait en fait que l'exposition EPM2,5 est associée à une altération du système immunitaire pulmonaire, avec notamment une altération des macrophages. Cette exposition au PM2,5 est associée à une sensibilité accrue à l'infection par le pneumocoque et à un défaut de clairance de l'agent pathogène.
L'exposition au PM2,5 est capable d'induire l'expression des cytokines IL-20 et des récepteurs associés dans le compartiment pulmonaire. Et enfin, la neutralisation de la sous-unité IL-20-RB est capable de limiter la réponse inflammatoire et de rétablir un contrôle de l'infection. Donc l'ensemble de ces résultats suggère que les cytokines IL-20 représentent une bonne cible thérapeutique dans la prévention des infections respiratoires lors d'un pic de pollution au PM2,5. Donc je vous ai pas mis l'ensemble en fait des résultats, que l'on dispose sur ce sujet. On explore actuellement en fait la modulation de la voie de l'IL-1 bêta et la modulation, de la sécrétion des peptides antimicrobiens, suite à l'exposition à ces PM2,5. Donc les perspectives en fait de ce travail sont, de savoir si ces cytokines IL-20 pourraient, être un bon biomarqueur, pour, identifier dans la population générale, mais aussi dans des populations vulnérables, heu, des populations, à risque de développer des infections respiratoires. Et ici, on vous propose aussi avec ce projet un outil thérapeutique potentiel que représente l'anticorps anti-L20RB. Tout ceci, bien sûr, dans l'optique d'une réduction des coûts de santé associés à, une pollution atmosphérique et bien sûr, dans les de d'établir en fait, des nouvelles guidelines, au niveau, des, autorités, publiques, concernant les seuils de tolérance ou voire de tolérabilité, des PM. Donc là, en fait, je voulais juste, comme on est ici, à de dans une discussion dans la FHU, je voulais rebondir en fait sur un projet qui a été, présenté il n'y a pas si longtemps que ça, où Claire justement, tu nous as présenté en fait, les résultats de l'étude du projet Bibopi qui, montrait en fait une association entre l'exposition au PM2,5 et l'exacerbation, des, patients BPCO. Et en fait, nous récemment, on a publié, en fin d'année dernière, heu, un papier en fait, sur l'expression des cytokines L20, mais aussi du récepteur associé dans des cohortes de patients BPCO. Et on voit qu'il y a déjà un taux de base élevé de ces cytokines, chez les patients BPCO. Et donc la question se pose, et je t'avais demandé si tu avais des prélèvements sur ton Bibopi. Malheureusement non, mais en tout cas, moi je serais très intéressée en fait de développer, de réaliser des dosages de cytokine IL-20 dans des cohortes, associant pollution et infection respiratoire. Voilà, en tout cas, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires, pardon, qui ont participé, à ce travail et notamment le travail conséquent d'Emeline Driancourt et Blanche Donneau et aussi, Célestin Godard dans l'équipe. Nos partenaires avec qui, on travaille en fait, à Infinite. Eux regardent plus le versant, intestinal et nous on regarde, le versant respiratoire et comme ça on optimise l'utilisation de nos modèles expérimentaux. Donc c'est l'équipe, de Cécile Vignal et Mathilde Baudy-Malapelle. Je remercie aussi Bruno Robert pour, la génération et l'identification de l'anticorps anti-IL-20RB, mais aussi, Laurent Allemand, qui nous a en fait fourni, les particules de la vraie vie, comme je les ai appelées tout au long de mon talk. Et voilà, et donc ce topic rentre pleinement dans la FHU Respire, en parlant à la fois de l'environnement, des pathogènes et de l'hôte, et rentre aussi dans les thématiques du CPER écrin, qui s'intéresse en fait à l'environnement, et la santé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis, impatiente de répondre à vos questions. Merci beaucoup Muriel, c'est super intéressant. Ouais, comme je Merci. t'avais dit, dans Bepopi, on n'a pas de Ah prélèvement. ouais, dommage. Par contre, on avait, une autre étude qui était pas en lien avec la pollution du tout, mais qui inclut des patients BPCO en état stable, en exacerbateur, enfin BPCO stable, des patients exacerbateurs fréquents et des patients asthmatiques. On cherchait des biomarqueurs, mais on n'a pas du tout testé ça et on a toujours des fonds de tube. Si éventuellement tu veux regarder sur les différentes populations, il y aura enfin voilà, il y a des possibilités. Par contre, j'ai aucun lien avec, les infections au moment de pic de pollution. C'est plutôt des patients qui sont soit exacerbateurs ou pas, BPCO.
Après, moi, je suis carrément prenante. En fait, je pense que l'idée aussi est de déterminer des seuils. Ok, c'est bien d'avoir un biomarqueur, mais ce biomarqueur est réellement un biomarqueur de risque d'exacerbation à partir de quel seuil. Donc, je pense que le plus on va pouvoir screener de banques de cohortes, le mieux on arrivera en fait à répondre à cette question. Ouais, donc là, si tu veux, ça s'appelait bio-BPCO et Ouais, donc on cherchait justement regarder un peu des biomarqueurs, mais on n'a pas du tout cherché dans ce coin-là et on a mhm, toujours des fonds de tube. Donc ok. voilà, C'est donc du, avec des c'est du patients en sang. état stable et des patients dits exacerbés. Enfin, ils ont tous été inclus à la consulte, donc en état stable, mais certes, ils étaient classés en gros le BPCO qui exacerbe pas et le BPCO exacerbateur fréquent. Donc, Ouais. en tout cas, a priori, des profils différents de BPCO et on aura envie de dire que peut-être que l'IL-20 de base est plus élevé chez nos exacerbateurs fréquents que chez les autres, mais je ne sais pas. Ah ben oui, je suis très très intéressée. Et est-ce que tu crois qu'on peut corréler ça aussi, bah non, du coup, au moment du prélèvement avec les données de l'ATMO? Faudrait repartir dans. Après, il y a toujours moyen, enfin nous en tout cas, on travaille beaucoup avec Atmo et donc on a Ouais. la date, hein, donc je Ouais. pense qu'il y a des choses qui sont tout Mm. à fait faisables et puis on pourrait, linker, ça n'a pas été fait la même année, mais regarder si c'est des patients qui avaient été inclus dans Bepopi ou pas. Ouais. Ok, ah oui, je veux bien. J'avais déjà aussi discuté avec Luc Daucher, j'ai vu qu'il était connecté tout à l'heure. En fait, il y a la cohorte Elisabeth aussi, où j'étais Ouais. intéressée en fait pour exploiter en fait des prélèvements où là il y a déjà tous les données Atmo. Bon après là c'est sur population générale, hein. Ouais. Ce serait pas une population déjà vulnérable, mais je pense qu'on a besoin en fait de comparer justement les deux. Je vois Christophe qui a levé la main. Ouais. Christophe? Oui, Oui. toujours le même. Non, mais c'est très bien. Bonjour, bonjour. C'est Bon. très intéressant. Bon, j'aurais énormément de questions. La première Oui. question que j'ai, c'est effectivement cette notion de préinflammation bronchique euh, par des mécanismes externes dont la pollution nous intéresse particulièrement en pédiatrie, puisque la dégradation euh, de, de enfin, de la santé respiratoire chez l'enfant touche est vraiment importante et a explosé et que c'est effectivement une des grandes hypothèses, c'est que finalement ils naissent parfois d'ailleurs avec des bronches inflammatoires comme ça a été démontré dans le cadre d'infections périnatales ou voire même donc ces effets de pollution qui interagiraient dès la période anténatale. Mm. Donc effectivement, votre travail, c'est très intéressant. Alors ma première question, c'était pourquoi l'IL-20? Pourquoi vous avez... Parce que c'est compliqué quand on est clinicien, qu'on regarde tout ce qui existe dans les biothérapies ou autres. On voit bien que c'est une explosion de cytokines. Donc les TLR sont souvent à l'origine. Ouais. Les études qui ont, alors je suis pas un grand expert, hein, je connais pas tout, mais quand à une époque on s'intéressait à TLR4, on s'est aperçu que quand on les inhibait chez la souris, ben, il y en avait d'autres qui prenaient le relais ou ça Voilà. n'expliquait pas tout, etc. Donc c'est très compliqué. Donc voilà, ma première question c'était pourquoi les L20 Pourquoi les euh, euh, voilà. Donc, oui, c'est une question totalement légitime. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a en fait plusieurs voies qui ont déjà été décryptées concernant l'impact notamment des PM2,5, le stress ox, les TLR. Alors, il y a des essais qui ont déjà été réalisés et qui n'ont pas montré de faits marquants. Donc, même s'ils sont modulés, c'est pas eux qui mènent le jeu. Et donc, on a besoin justement d'avoir de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors, peut-être qu'elles fonctionnent seules ou peut-être qu'elles fonctionnent justement en coordination avec d'autres voies, hein. Je ne dis pas qu'elles fonctionnent toutes seules. Mais en tout cas, on sait que les cytokines IL-20 sont impliquées dans le contrôle de l'infection. C'est impliqué dans le contrôle de l'infection, notamment par des bactéries. Donc, nous, ici au laboratoire, on a testé le Streptococcus pneumoniae, on a aussi testé
l'Haemophilus influenzae non typable. On sait que cette voie IL-20 est aussi essentielle dans le contrôle de l'infection virale, notamment par la grippe. Donc, c'est ce qu'on explore ici au laboratoire, c'est le rôle des cytokines IL-20 dans le contrôle des infections respiratoires. Après, nous, le versant que je vous ai montré ici, c'est comment ces cytokines IL-20 sont induites. Donc là, il est clair que ces cytokines IL-20 jouent un rôle délétère dans ce contrôle de l'infection. Donc si on arrive à les bloquer, tant mieux. Maintenant, est-ce qu'elles fonctionnent seules? Je ne peux pas encore vous répondre. Mais c'est une piste qui nous semble très intéressante à continuer à explorer. Après, Merci. Et puis, j'avais une deuxième question. À un moment donné, vous montrez que quand vous les bloquez, au niveau intrapulmonaire, la réponse est… enfin, en fait, il y a donc un rôle qui serait majoré au niveau du poumon, mais chez la souris. Or, quand on regarde votre schéma, on voit bien qu'au niveau bronchique, c'est pas négligeable non plus. c'est ce C'est- schéma-là? non, c'est un schéma où c'est écrit R et langue. Ah, C'est peut-être un peu après, je crois. ah, pardon. Non, là, c'est Non, l'humain. c'était avant. Alors peut-être, oui, non, ça doit être là. Ici? Oui, sur le pneumocoque. Ouais, le pneumocoque. Oui. Donc oui, Et, on a une, et, et pardon, venez de dire que vous aviez travaillé sur l'hémophilus. Or, oui. euh, il y a très longtemps, enfin, pas très ici, il y a plus de 10 ans, on avait énormément travaillé là-dessus. On n'a jamais pu publier parce qu'on trouvait trop d'hémophilus et trop de pneumocoques, en particulier chez les nourrissons qui ont des asthmes sévères. Mhm. Et personne ne nous croyait. Bon, depuis, le microbiote est arrivé. Voilà, c'est comme ça. Mhm. Et donc, la souris est très sensible, hein, je crois, au pneumocoque. Ouais. Donc, fait facilement des infections graves au pneumocoque. Mais quelle est votre interprétation? Enfin, nous, enfin, je pense que le rôle bronchique, les bronchites bactériennes ont un rôle certainement majeur dans ces inflammations et par l'intermédiaire des polynucléaires qu'elles attirent et donc tous les mécanismes oxydatifs. Vous venez de parler de la BPCO, entre autres. Et Ouais. donc, voilà, je voulais revenir sur le côté R, je pense que c'est bronchique. Oui. Et voilà, moi, je sais pas, je pense que c'est Alors, très intéressant le fait mhm. que quand même vous avez ce facteur bronchique dans votre Oui. étude. Là, en fait, ce graphique représente la charge bactérienne dans le compartiment pulmonaire 24 heures après une infection, soit chez des souris R ici en vert, soit chez des souris PM en rose. Avec la dose que nous avons utilisée, on a bien une induction d'une inflammation au niveau du compartiment pulmonaire par le pneumocoque. Et cette inflammation concourt à l'élimination du pathogène. Donc c'est pour ça que 24 heures après, on a en fait, on retrouve la charge bactérienne est quasiment à 0, sauf ici pour une souris où on avait encore, des bactéries retrouvées dans le poumon. Donc l'infection induit bien une inflammation, active le système immunitaire et en 24 heures, poup, la dose, que l'on avait donnée, instillée à nos souris est déjà éliminée. Par contre, chez nos souris préexposées au PM, là, on a bien un retard de clairance. Alors que, la souris R est immunocompétente pour éliminer le pneumocoque, cette immunocompétence n'est pas retrouvée, après exposition au PM. Oui. Non, mais Voilà. écoute pas, j'avais pas bien compris. D'accord. Voilà. Après, on n'a pas la même cinétique que quand on utilise Haemophilus, par contre, hein, Et vous avez par travaillé rapport sur au les PM. 0,1? Pardon? Vous avez travaillé sur les petites particules? Vous Les êtes en puffs, cours non. peut-être? Non, 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 pas du tout. Non. D'accord. En tout Mais cas, au labo, c'est on est un peu plus sur le tabac et les mélanges complexes, dirons-nous. Voilà. merci, c'est passionnant. Merci Je beaucoup. pense qu'il y a Stéphanie aussi qui est là et, et, Oui, et alors on est très embêté avec ces asthmes sévères du nourrisson qui ont très souvent beaucoup de bactéries. Et c'est quand même Il très intéressant. faudrait doser les cytokines L20 chez eux, si on peut. Bah, écoutez, là, on est en train avec c'est Hortense, hein, qui mène ça dans le cadre d'une Ben, ouais. thèse. Après, c'est vrai que dans Virasma, avec Et voilà. Stéphanie,
Ben, on cherche justement des financements en fait pour pouvoir réaliser ces dosages de cytokinin L20 dans la cohorte Virasma, dans les 2 cohortes Virasma, justement, où là déjà il y a la thèse d'Anne-Laure. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, elle avait présenté l'année dernière. Anne-Laure avait déjà mis en évidence une corrélation entre les taux de PM2,5 et les exacerbations d'envirasma. Et donc, moi, ce que j'aimerais aussi faire dans cette cohorte, c'est réaliser les dosages de cytokinin L20. Je vais C'est- devoir, ouais. Merci. Je suis désolée d'interrompre cette discussion super intéressante, mais il faut qu'on reste dans les temps. On a déjà pris Ouais. un petit peu de retard, mais ça n'empêche pas qu'on pourra se faire peut-être un Zoom spécifique pour discuter de tous les projets à venir Ouais. dans Très bien. le domaine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Eh bien, je vais passer la parole maintenant à Marie Lenski sur Métabolomique, nouvelle approche pour l'identification de marqueurs précoces de la toxine du tabac, de la cigarette électronique et du tabac chauffé. Et c'est parfait, on voit votre diaporama en plein écran. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire cette présentation. Hop. Donc pour commencer, donc sur le tabagisme et les produits alternatifs du tabac, on estime qu'il y a actuellement 1,14 milliard de fumeurs dans le monde. Et donc parmi les pathologies attribuables au tabagisme figurent donc le cancer, et notamment le cancer du poumon, les pathologies cardiovasculaires ou encore des maladies respiratoires. Donc ainsi, la mortalité qui est attribuable au tabagisme est estimée à 7,7 millions de décès dans le monde, et il s'agit de la première cause de mortalité qui est évitable. Donc depuis quelques années, de nouveaux systèmes de délivrance nicotinique sont apparus sur le marché qui ont pour but d'imiter ou de remplacer la cigarette conventionnelle. Donc on a notamment la cigarette électronique. Donc là, il s'agit d'un dispositif sur batterie qui chauffe un e-liquide et qui génère un aérosol qui est inhalé par l'utilisateur. Il y a également le tabac chauffé. Donc là, c'est un dispositif sur batterie qui va chauffer cette fois-ci un stick de tabac. Et ceci va générer un aérosol qui va également être inhalé par l'utilisateur. Donc là, ici, ces dispositifs sont souvent présentés par l'industrie du tabac ou du vapotage comme des solutions de substitution plus sûres, générant moins de composés toxiques, car sans tabac pour la cigarette électronique et n'entraînant pas de combustion du tabac pour le tabac chauffé. Donc ça, c'est les arguments de l'industrie du tabac et du vapotage. L'émergence de ces nouveaux produits de consommation nous amène quand même à nous poser la question de leur innocuité ou de leur toxicité qui n'a à ce jour pas été démontrée. Et donc dans ce contexte, l'ULR 4483, donc l'équipe INPEX, mène depuis 2014 des études donc, sur les principaux composants chimiques des émissions, sur les effets à court terme sur des modèles cellulaires et également des effets à plus long terme sur des modèles murins. Donc là, les différentes études s'efforcent de comparer 3 dispositifs. Donc, on compare la cigarette 3R4F, qui est une cigarette de référence, qui est largement utilisée en recherche pour les analyses toxicologiques. Également, le tabac chauffé, donc il s'agit du modèle IQOS. Et pour finir, la cigarette électronique de modèle Modbox, qui est le modèle de cigarette électronique de 3e génération qui est actuellement le plus utilisé en France et qui est alimenté par un e-liquide qui contient de la nicotine. Donc ici, dans ce contexte donc multidisciplinaire, l'utilisation de nouvelles approches globales comme la métabolomique est complémentaire aux approches qui ont déjà été mises en œuvre par l'équipe. Donc, qu'est-ce que la métabolomique? Donc, la métabolomique, c'est l'étude des métabolites endogènes produits par l'organisme suite à un stimulus physiologique, environnemental, à des variations génétiques ou pathologiques. Donc, les métabolites, c'est des petites molécules de moins de 1500 Dalton qui sont produites suite aux voies de catabolisme ou de biosynthèse. Et comme on peut le voir sur ce schéma, il s'agit donc du niveau d'expression finale du processus de régulation cellulaire. Donc ici, 2 approches sont possibles en métabolomique. Hop. Donc tout d'abord, l'approche ciblée. Donc ici, dans l'approche ciblée, on va faire la mesure d'une liste qui est prédéfinie de métabolites.
Donc ça va permettre d'explorer une ou plusieurs voies métaboliques d'intérêt. La deuxième approche, c'est la métabolomique non ciblée, où ici on va analyser de façon globale toutes les molécules qui sont présentes dans un échantillon à des concentrations mesurables, y compris des molécules qui sont non identifiées à l'heure actuelle. Donc ici, la métabolomique va offrir de nouvelles opportunités, puisqu'en appliquant ces approches aux questions de recherche, avant, on pouvait étudier une voie ou une classe de métabolites. Maintenant, il est possible d'explorer de multiples voies ou de multiples classes de métabolites. Donc, concernant la métabolomique et les produits alternatifs du tabac, il faut savoir qu'il existe un nombre très limité d'études métabolomiques sur ce sujet et il n'y a pas d'études indépendantes concernant le tabac chauffé sur cette thématique. Il y a également une absence de comparaison des 3 dispositifs entre eux, donc tabac, cigarette électronique et tabac chauffé. La plupart des études comparent les dispositifs 2 à 2. Donc ici, l'objectif de ce travail était donc d'utiliser la métabolomique comme nouvelle approche pour l'identification de marqueurs précoces de toxicité du tabac, de la cigarette électronique et du tabac chauffé. Donc, concernant le protocole expérimental utilisé, donc cette étude a été réalisée donc in vitro sur des cellules bis2b, qui sont des cellules immortalisées d'origine épithéliale bronchique humaine. Donc, ces cellules ont été cultivées en insert et ensuite été placées en interface air liquide donc, lors de l'exposition. Donc, on a mis ça en interface air liquide pour vraiment se rapprocher de l'exposition de cellules bronchiques lors de l'inhalation chez l'homme. Les cellules ont ensuite été exposées, donc soit à de l'air, soit à donc, de la fumée de 3R4F, soit aux aérosols d'IQOS ou de cigarettes électroniques. Donc nous avons choisi des durées d'exposition sur la base des doses subtoxiques comparables qui ont précédemment été rapportées par l'équipe. Donc on a choisi 2 doses d'exposition pour évaluer justement un effet potentiellement temps dépendant. Donc ici, les cellules ont ainsi été exposées donc soit à de la fumée de cigarette 3R4F pendant 1 ou 2 minutes, soit à des aérosols de tabac chauffé ou de cigarettes électroniques pendant 30 minutes ou 60 minutes. On a utilisé de l'air comme contrôle négatif. Donc ici, pour la cigarette électronique, on a choisi 2 puissances plus ou moins fortes. On a voulu tester 2 puissances, donc 18 watts et 30 watts de la cigarette électronique, pour voir s'il y avait justement une influence de cette puissance sur la nature ou sur l'intensité des effets observés. Pour réaliser ensuite les expositions, donc les inserts ont été positionnés dans une machine à fumer et donc chaque exposition a été répétée sur 4 réplicas, ce qui a généré au total 48 échantillons. 24 heures après l'exposition, nous avons procédé à l'extraction des métabolites et nous avons analysé donc, les extraits cellulaires par une méthode de métabolomique non ciblée. Donc, il s'agissait d'une méthode qui a été développée au laboratoire de toxicologie du CHU de Lille et qui fait intervenir donc, la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution donc, sur un analyseur Vion. Donc, concernant les résultats obtenus, nous avons pu mesurer donc 3591 composés qui ont été détectés donc, dans chaque échantillon avec cette approche de métabolomique. Donc ici, à partir de ces 3591 composés détectés dans chaque échantillon, nous avons réalisé des analyses statistiques pour en extraire les informations biologiques pertinentes. Donc, nous avons d'abord réalisé des analyses statistiques multivariées. Donc, il s'agit donc notamment de la PLSDA. Donc, c'est une méthode de régression des moindres carrés partiels. Et donc, cette méthode a pour objectif donc, de réduire la dimensionnalité des données et de résumer et visualiser les informations biologiques pertinentes du jeu de données. Donc là, ici, on peut le voir grâce à droite sur la visualisation sous forme de score plot de ces résultats. Donc ici, on peut voir qu'avec le modèle PLSDA construit, il est possible de bien séparer les échantillons qui sont exposés donc, à l'IQOS en rouge ou au 3R4F donc, en bleu foncé, donc les produits du tabac. En revanche, ces échantillons exposés à la cigarette électronique, que ce soit 18 watts ou 30 watts, sont plus mélangés.
Nous avons ensuite réalisé des analyses statistiques univariées et notamment, nous avons réalisé une analyse ANOVA. Donc là, ça permet de comparer les variances des échantillons appartenant aux 4 groupes d'exposition. Et ici, avec cette analyse d'ANOVA, on va pouvoir révéler donc, les métabolites qui sont dérégulés au sein de chaque type d'exposition. Donc ici, on a 214 variables qui sont dérégulées de manière significative selon ce test ANOVA. Donc là, on peut voir ces résultats sous format de diagramme de veine à droite de la diapositive. Donc on peut voir qu'après exposition à la 3R4F, donc 51 composés étaient dérégulés. Après exposition à l'ICOS, donc ici, on avait 205 composés qui étaient dérégulés. Il faut savoir qu'il y avait 43 composés qui étaient communs entre l'ICOS et le 3R4F. Pour la cigarette électronique, il y avait un seul composé qui était dérégulé et pour la plus faible puissance, donc 18 watts au niveau de la puissance de la cigarette électronique. À partir de ces résultats, nous avons réalisé donc des tests de student pour les composés qui montraient une différence significative à l'ANOVA. Donc là, le tableau qui est présenté sur cette diapositive résume le nombre de composés dérégulés pour chaque dispositif et chaque durée d'exposition. Donc ici, pour chaque dispositif, ce test va permettre de comparer les effets donc, entre T0 et T1 et T0 et T2, donc les différents temps d'exposition. Donc ici, pour l'exposition aux fumées de 3R4F, on a observé que 46 composés étaient dérégulés après le premier temps d'exposition et 52 composés étaient dérégulés après le second temps d'exposition, avec 46 composés qui étaient communs aux 2 temps d'exposition. Pour l'exposition aux aérosols d'ICOS, 198 composés étaient dérégulés après le premier temps d'exposition et 204 après le second temps d'exposition, avec 197 composés communs entre les 2 temps d'exposition. Pour la cigarette électronique, donc comme je l'ai dit précédemment, il y a un seul composé qui était dérégulé, donc aux 2 temps d'exposition pour la plus faible puissance. Donc ici, on remarque donc que le nombre de composés significativement dérégulés et l'intensité des modulations étaient variés de manière assez limitée, donc ce qui suggérait finalement peu d'effets temps dépendants avec ce modèle. Donc ici, une fois qu'on a mis en évidence donc, ces différents métabolites d'intérêt, il s'agit de l'empreinte métabolomique finalement de chaque exposition. L'étape suivante est d'identifier ces différents composés. Donc ici, cette identification a pu être réalisée pour 84 composés parmi les 214 composés d'intérêt. Donc parmi les composés identifiés, il y avait 8 composés qui étaient des composés exogènes et qui variaient de manière donc similaire entre l'exposition au 3R4F et l'ICOS, sauf pour une exception qui était le 3-méthylindole. Donc ce 3-méthylindole était augmenté après exposition uniquement à l'ICOS. Donc le 3-méthylindole, il est formé par la pyrolyse du tryptophane lors de la combustion du tabac. Donc ici, ces résultats sont en faveur d'un phénomène de pyrolyse avec le dispositif ICOS. Et donc ce composé a déjà été décrit dans la littérature comme un agent cytotoxique et mutagène sur des modèles cellulaires pulmonaires. Donc ça, c'est plutôt en faveur d'un possible effet cancérogène pulmonaire. On a d'autres composés également qui étaient augmentés avec les 2 dispositifs. Et là, ces composés avaient aussi été décrits dans la littérature suite à l'exposition au tabac. Concernant les composés endogènes, cette fois-ci identifiés, donc certains composés étaient augmentés, tandis que d'autres composés étaient diminués après exposition aux produits du tabac. Donc ici, ça suggère plutôt des dérégulations métaboliques précoces, donc après exposition à ces produits du tabac, donc cigarettes électroniques, cigarettes conventionnelles et IQOS. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a vu qu'il y avait des métabolites endogènes dérégulés, c'est vraiment de pouvoir resituer ces métabolites endogènes dérégulés au sein des voies métaboliques pour identifier les fonctions biologiques qui peuvent être altérées. Donc là, ici, ces résultats sont plutôt en faveur d'une dérégulation donc, du stress oxydant, du métabolisme énergétique et du métabolisme lipidique après exposition à la fumée de cigarettes conventionnelles ou de tabac chauffé.
Donc ici, l'exposition aux produits du tabac est associée à une réaction de stress cellulaire pulmonaire et notamment donc à une réponse au stress oxydant qui peut être induite par la génération d'espèces réactives de l'oxygène. Donc ici, on a pu observer des perturbations notamment du métabolisme du glutathion, du métabolisme de la méthionine, du catabolisme de l'hème, ou encore les métabolismes des purines et des pyrimidines, qui sont des perturbations liées justement à ce stress oxydant. On observe également, suite à ces expositions, donc une augmentation de la demande énergétique et donc une réponse, ça c'est une réponse qui est vraiment attendue lorsque les cellules sont soumises à un stress. Donc ici, plusieurs métabolites signent une altération du métabolisme énergétique après exposition aux produits du tabac, notamment le cycle de Krebs ou encore la bêta-oxydation des acides gras. Et puis donc le métabolisme des lipides a également été perturbé. Ici, on a vu des perturbations notamment des eicosanoïdes ou de leurs précurseurs. Donc ça, c'est des médiateurs, notamment des médiateurs de la signalisation de la réponse inflammatoire. Donc finalement, ces voies métaboliques pourraient contribuer donc sur le long terme à la cancérogénèse ou au développement de pathologies pulmonaires telles que la BPCO, comme ceci a déjà été évoqué dans la littérature. Donc pour conclure, donc les résultats ici suggèrent que l'exposition des cellules bis2B aux produits du tabac, donc le 3R4F ou ICOS, a un impact vraiment significatif sur le métabolisme pulmonaire. Donc ici, la majorité des composés dérégulés avec la cigarette le sont également avec l'IQOS. Et néanmoins, il y a plus de composés qui étaient dérégulés suite à l'exposition à l'IQOS. Donc ceci pourrait être expliqué notamment par la différence de temps d'exposition, puisque je vous le rappelle, les temps d'exposition étaient de 1 à 2 minutes pour la cigarette conventionnelle et de 30 et 60 minutes pour le tabac chauffé. Ensuite, les effets de la cigarette électronique ont également été étudiés dans ce projet, mais très peu de dérégulations ont été mises en évidence. Donc ici, la littérature décrit quand même des modifications métaboliques après exposition aux aérosols de cigarettes électroniques. Donc ici, des modifications de durée d'exposition pourraient être testées pour évaluer justement l'effet à plus long terme de l'exposition aux aérosols de cigarettes électroniques. Et finalement ici, puisque les temps d'exposition sont identiques entre le tabac et le tabac chauffé et la cigarette électronique, on peut quand même conclure que le tabac chauffé entraîne des dérégulations plus importantes que la cigarette électronique au niveau du métabolome étudié ici. Donc là, les voies métaboliques dérégulées pourraient contribuer sur le long terme au développement de pathologies telles que le cancer ou les maladies respiratoires comme la BPCO. Donc ici, j'ai pu vous présenter donc l'intérêt des approches de métabolomique en toxicologie. Nous avons pu mettre en évidence des éléments novateurs sur la toxicité aiguë des émissions de tabac chauffé en comparaison avec la fumée de cigarettes conventionnelles ou les aérosols de cigarettes électroniques. Et donc ces résultats nous permettent de conclure qu'il ne faut pas sous-estimer la toxicité du tabac chauffé. Donc ici, l'industrie du tabac décrit les produits du tabac chauffé comme à faible risque pour la santé des usagers. Et ici, nos résultats sont plutôt en faveur d'une toxicité néanmoins existante. Donc là, ici, ces résultats montrent un intérêt dans l'évaluation des risques des alternatives proposées à la cigarette conventionnelle. Donc je tiens à remercier donc l'équipe IMPEX, donc le LR 4483, ainsi que l'équipe du CHU de Lille qui a participé à ce projet. Et je remercie vivement donc le professeur Delphine Alorge et le docteur Sébastien Antérieux qui m'ont encadré dans ce travail. Et je vous remercie également pour votre attention. Donc je suis disponible si vous avez des questions. Je profite également pour vous signaler que ces résultats ont été publiés au niveau de la méthode de métabolomique utilisée, ou également au niveau, pardon, c'est ici le deuxième, ou également au niveau des résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sur le tabac chauffé, cigarette électronique et cigarette conventionnelle. Donc d'autres éléments peuvent être également trouvés dans ces publications, ce que je n'ai pas pu bien sûr tout présenter aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Éventuellement, si vous pouvez, alors je ne sais pas s'ils sont en accès libre ou pas, mais si vous pouvez nous les transmettre, qu'on puisse les diffuser, à l'ensemble des membres de la FHU parce que c'est extrêmement, intéressant. Je pense D'accord, qu'il faut vraiment beaucoup communiquer sur ce type de résultats. Heu, d'accord. donc Avec j'espère plaisir, oui. voilà, comme ça avec à Sandrine et puis on pourra diffuser. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, il y a Luc, qui a levé la main. Oui, donc juste pour dire que c'était très intéressant. Il faut dire que nous, on travaille sur des données métabolomiques en population dans l'enquête Elisabeth. Donc, on a beaucoup plus de sujets, mais des expositions qui sont beaucoup moins importantes. Et donc, probablement qu'on vous contactera aussi pour discuter des méthodes statistiques qu'on utilise. Il y a Marion qui est là, qui fait sa thèse, D'accord. qui doit écouter ça. Donc, je pense on en discutera, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, pour réfléchir, pour comparer les méthodes statistiques. D'accord, oui, avec Mm. plaisir. C'est vrai qu'au niveau des analyses donc de métabolomique, c'est vrai que tout ce qui est post-analytique, c'est vraiment, comme c'est des données de grande dimension, c'est vraiment enfin, des étapes très importantes et puis assez chronophages. Donc voilà, j'ai déjà pu éprouver ces différentes étapes sur ce projet et d'autres, donc avec plaisir pour participer, oui. Mm. Ok. Après, il faut savoir que voilà, ce que j'ai présenté, c'est, issu d'une méthode donc de métabolomie qui a été développée ici au laboratoire de toxicologie du CHU de Lille. Donc après, cette méthode, c'est pas une méthode qui est enfin, la métabolomique, ça reste un outil, donc c'est une méthode qui peut être aussi utilisée pour d'autres projets de recherche. Voilà, là, j'ai montré une application, mais il y en a d'autres, dans tous les domaines finalement, puisque c'est vraiment de pouvoir mettre en évidence des variations du métabolome suite à vraiment un stimulus, donc que ce soit physiologique, environnemental, pathologique, et cetera. Mmh. Ok. Eh Merci. ben, Donc, à bientôt. Ça merci marche. beaucoup. On va s'arrêter là parce que, on a pris un peu de retard, mais pas de l'aggraver, on va dire. En tout cas, un grand merci et puis, je suis vraiment preneur, pour diffuser, les articles et on va terminer cette matinée avec le projet Batcoff avec un trio. Alors je ne sais pas s'ils sont tous les 3 connectés ou pas. Heu, Bonjour, je bonjour. Bonjour. suis actuellement, je pense, la seule à être connectée, mais Non, non, je vais faire je la suis là. Non, présentation. non, Ah, visiblement bonjour non. Sabina. Je suis là. Bonjour à tous. Merci Voilà, encore donc sur de le projet votre BATCOV, accueil. sur la détection de bactéries responsables d'une infection bronchopulmonaire chez le patient via des composés organiques volatiles spécifiques. Donc avec Sandrine, on avait déjà eu l'occasion, d'échanger avec, l'équipe de BATCOV et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment être, hyper intéressant, pour la FHU et pour faire enfin, en tout cas, pour faire un partenariat avec la FHU et donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour l'invitation et puis pour nous permettre donc de partager cet appel à collaboration et aussi avoir vos avis, vos retours. Donc, je m'appelle donc Caroline Coine, je suis chargée d'affaires innovation à Eurasanté. Et je vais brièvement vous présenter Eurasanté, puisqu'en fait, ça existe depuis plus de 20 ans et c'est un groupement d'intérêt économique en région Hauts-de-France. Et notre rôle, ça va être d'accompagner des chercheurs, des porteurs de projets innovants, des entreprises dans leurs projets de recherche, de création et de développement d'activités dans les secteurs de la santé, mais aussi nutrition, sport et bien vieillir. Et nos objectifs, en fait, c'est de créer des emplois et des richesses sur notre territoire tout en améliorant la prévention, le soin et le bien-être. Alors, au sein de Rasanté, donc, il y a une équipe de valorisation de la recherche qui est dirigée par Sabina ici présente. Et nos missions sont vraiment au service des chercheurs. Donc, on va détecter des technologies innovantes, des projets qui vont être transférables dans le monde économique en visitant les chercheurs, les laboratoires. On accompagne les chercheurs un peu sur mesure dans leurs besoins de sensibilisation à des propriétés intellectuelles, à la recherche de financement, à la planification des transferts de technologies. On évalue le potentiel économique également des solutions développées. On peut aider à chercher des partenaires qui soient industriels ou académiques, puisqu'en fait, donc nous avons un gros relationnel d'industriels au sein du pôle de Rasanté. Et aussi, nous animons le Cluster Nutrition Santé Longévité qui regroupe plus de 300 industriels en région et aussi hors région dans ces différents domaines. Et
pour ceux qui le souhaitent également, on peut aussi accompagner des chercheurs à la création d'une start-up pour développer leur technologie. Alors, comme je vous disais, donc il y a différentes, pour nous, façons de détecter un potentiel économique d'une innovation. Donc, ça peut être visiter des laboratoires de recherche qui ont déjà une innovation, évaluer son potentiel économique et faciliter son développement et la mise sur le marché. Mais nous initions aussi l'émergence de nouveaux projets, plus du côté intra-entrepreneurial Eurasanté, par une réflexion collective entre nos différents collaborateurs qui ont différentes casquettes. Ça peut des casquettes scientifiques comme des casquettes plus business développement. Et dans notre but, en fait, ça va être d'associer le développement de nouvelles technologies innovantes créées par les chercheurs à des potentialités d'application en santé. Et c'est dans cette optique qu'est né donc le projet BATCOF, sur un constat que l'antibiorésistance reste un problème majeur de santé publique dans le monde, avec plus d'1,3 million de décès par an attribués à cette antibiorésistance, avec un coût total de plus d'1,5 milliard d'euros. Et encore maintenant, il y a toujours plus de 50% des antibiotiques qui sont prescrits contre des maladies virales. Et cette surprescription participe donc directement à l'émergence de la résistance et représente un coût très lourd pour le système de santé. Aussi, confirmer l'origine bactérienne d'une infection respiratoire avant la prescription d'antibiotiques permettrait de réduire grandement ces coûts pour la santé, mais également l'antibiorésistance. C'est pourquoi donc, nous avons fait aussi une étude de terrain en échangeant avec des professionnels de santé. Donc, le pneumologue et cofondateur de la start-up Logopousse, Hugo Testard, et une assistante hospitalo-universitaire, Camille Alam, aux Hospices civils de Lyon. Et nous avons fait un petit peu le tour des différentes aides au diagnostic qui peut exister pour définir une infection bronchopulmonaire. Donc à l'hôpital, par exemple, soit on évalue si c'est d'origine virale ou d'origine bactérienne. Quand c'est plus une orientation d'origine bactérienne, donc il y a différents tests qui sont en routine, d'autres de plus de nouvelle génération avec des séquençages d'ADN. Ces différents tests, ils ont un coût économique pour le système de santé publique, allant de dizaines d'euros à quelques centaines d'euros. Ils ont aussi, il y a une certaine durée d'allongement aussi, où par exemple pour des antibiogrammes, ça met plus de 2 jours pour avoir un résultat. Et pour le patient, ils peuvent avoir différents niveaux d'invasivité. Actuellement, que ce soit en médecine de ville ou en pharmacie, alors ce qui peut être disponible comme aide au diagnostic, de toute façon, en médecine de ville, c'est forcément l'examen clinique avec aussi un petit peu les souvenirs du patient. Dans les pharmacies, ce qui peut être disponible, ça reste assez limité, avec des autotests pour certaines pathologies, avec des faux négatifs qui sont assez fréquents, puisque c'est préleveur dépendant. Pas forcément des tests très fiables et pas pour tous les pathogènes. D'où l'idée donc de développer, avec ce projet BATCOF, un électronique qui permettrait d'identifier in situ et rapidement si une infection respiratoire est d'origine bactérienne et avec quel type de bactérie. Alors, ça serait une technique qui serait rapide, portable et non invasive, basée sur l'évaluation en fait des composés organiques volatiles dans l'exhalat de patients, afin de réduire l'utilisation non adéquate d'antibiotiques, d'améliorer la qualité des soins pour le patient, mais aussi la qualité de vie au travail du praticien. Donc, ça ne va pas être une bactérie qui va être détectée, mais ça va être les traces un peu métaboliques laissées par l'infection bactérienne, puisque les composés organiques volatiles sont expirés dans l'air exhalé. La nature peut varier, effectivement, selon la pathologie ou l'influence de certains traitements. Ces COV ont déjà été montrés comme des marqueurs potentiels de diverses pathologies, des cancers, de l'asthme, du diabète. Et dans ce cadre, ces COV permettent d'évaluer en fait l'exposition aussi bien des produits chimiques, à diagnostiquer des pathologies et à aussi évaluer l'efficacité des traitements. Alors, un électronique, en parallèle, ça va se composer en fait c'est un appareil qui va donc permettre de détecter, d'identifier
Ces coves, c'est constitué de capteurs sensibles qui vont fonctionner un peu comme des récepteurs olfactifs. Donc, ces capteurs vont être exposés aux différents coves. Ils vont produire un signal électrique qui va être transmis et analysé par ordinateur. Et en fait, l'ordinateur, en ayant un échantillon de référence, va permettre d'identifier une molécule, plusieurs molécules, une signature de différents composés. Et vraiment, l'enjeu de ce système va reposer donc sur la qualité des bases de données, de la sensibilité des capteurs et de la spécificité. Alors, il y a déjà eu des projets académiques qui sont toujours en cours, d'ailleurs, utilisant un petit peu ces composés organiques volatiles comme marqueurs, donc notamment le projet Patakov et actuellement qui suit le projet Alcov, dont nombreux parmi vous participent, qui est financé par un Interreg et où Eurasanté intervient également au niveau de la valorisation et de la communication. Donc, ce projet Patakov, porté par le professeur Matran et le professeur Hulot du CHU de Lille, permet d'identifier donc des coves marqueurs de cancer bronchopulmonaire. Et il y a associé aussi avec les coves, il y a d'autres projets en cours comme Santeracov, porté par le docteur Romain Peretti et le docteur Sophie Barrois, chercheurs à l'Institut d'électronique et de nanotechnologie de l'Université de Lille, qui ont également développé une technique d'identification et d'analyse de coves. Dans ce même institut, on a le docteur Afsi qui, lui, a développé un électronique pour évaluer un petit peu une infection bactérienne en lien avec, qui est plus basée sur la détection de la bactérie relative aux ulcères gastriques. Et un autre projet qui est basé aux Hospices civils de Lyon par le professeur Guémard sur le projet Covid-R, sur l'utilisation des coves pour évaluer en fait l'infection par Covid. Donc, notre but à nous, ça va être de rapprocher des équipes qui vont développer des capteurs électroniques avec des équipes de biologistes, microbiologistes ou praticiens, permettre à ces chercheurs de développer un électronique capable d'identifier rapidement la présence d'une infection respiratoire d'origine bactérienne, analyser in situ les coves présentes dans cet exalat. Et nous, notre rôle, ça va être vraiment de soutenir le développement de cette technologie, donc trouver des financements pour permettre donc de développer les recherches, la technologie, faire la preuve de concept, une étude de réceptivité, voir si un tel type d'appareil, ça peut être utile, trouver des financements pour des études cliniques et vraiment valoriser, accompagner le développement économique de ce type de dispositif. Alors pour ça, nous, on connaît plusieurs structures de financement possibles, donc des financements régionaux, des financements par des projets européens, des appels à projets nationaux, mais également tout ce qui va être financement de l'innovation, également des concours d'innovation comme iPhD, iLab ou Innov. Et on a une cellule au sein d'Eurasanté qui est spécialisée dans tout ce qui est projet et appel à projets européens, écriture de projets, et on soutient à différents niveaux. Donc, pour conclure, donc, il y a un réel besoin d'outils diagnostiques rapides et fiables. Des financements existent pour répondre à cette problématique de l'antibiorésistance et de nombreux chercheurs travaillent sur l'analyse des coves comme aide à la détection de certaines pathologies. Et notre problématique actuelle, c'est nous avons identifié et pris des contacts donc, avec des équipes capables de détecter des coves, mais on aurait besoin aussi de soutien, de conseils, d'avis, de collaborateurs sur la partie clinique microbiologique pour savoir vers quelle pathologie, vers quelle bactérie se tourner, quels sont les pathogènes les plus judicieux à détecter et sur quel type de critères, que ce soit l'incidence la plus fréquente, la gravité des symptômes, les outils de détection qui manquent pour tel ou tel type d'infection bactérienne. Donc, nous sommes très avides de vos propositions, de vos questions, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui souhaite réagir, poser des questions. N'hésitez pas à lever la main dans le chat. Alors, moi, dans mon domaine particulier,
Je serais très intéressée. Le hic, enfin, je m'intéresse à des bactéries qui s'appellent les mycobactéries et non pas celles de la tuberculose, mais les cousines, les non tuberculeuses. Alors c'est pas fréquent, ça peut être potentiellement grave, c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de biomarqueurs pour dire, lorsqu'on l'isole en fait dans les bronches des patients, si, mon patient est réellement malade ou pas, puisqu'on en respire tous. Donc Mhm. ce serait hyper intéressant d'avoir un biomarqueur. Par contre, la faisabilité est peut-être pas forcément évidente dans le sens où c'est pas une pathologie, très fréquente. Néanmoins, il y a des essais cliniques qui sont en cours, donc il y a des patients qu'on recrute avec des critères aujourd'hui d'infection, ou en tout cas avec des critères de prélèvement positif. Il y aurait peut-être possibilité de bon, il y a déjà une main de levée, donc ça, je vous donne une piste, mais c'est une piste, pas très fréquente, donc je sais pas si c'est Mm. celle à privilégier en premier, mais ce serait très utile. Damien, tu avais levé la main. Oui, bonjour. J'ai mis ma caméra si vous voulez. Je suis Damien Costa, je suis parasitologue et mycologue au CHU de Rouen. Justement, je trouve que c'est très intéressant, mais alors vous évoquiez pas du tout les champignons. Est-ce que ça vous intéresse, notamment pour Aspergillus? Alors j'avoue que je ne sais pas s'ils synthétisent des composés organiques volatiles. Il faudrait que je regarde, ça ne m'étonnerait pas. Mais ils sont fréquemment impliqués ou d'autres champignons dans des infections fongiques respiratoires. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je pense que dans mon laboratoire, dans notre équipe, on pourrait être partant. Ouais et je rejoins Damien en disant qu'en tant que clinicienne, avoir des outils, supplémentaires pour Aspergillus, ce Mhm, serait super utile, hein. clairement. Écoutez, c'est noté, on va s'intéresser aussi à ça. Voilà, Bon, merci. ok. Alors ensuite, il y a une autre main de levée. Pourquoi j'arrive pas à voir? Je suis pas très C'est douée. moi. C'est Philippe. Alors Philippe aussi. vas-y Oui, Philippe. oui, bonjour, merci pour cet exposé. Je suppose qu'il y a quand même, il doit y avoir des données dans la littérature sur la nature des coves émis en fonction du type d'infection. Est-ce qu'il y a déjà des choses de publiées là-dessus? Pour servir de base à votre approche, en fait? Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Alors, on a regardé, mais c'est vrai que... Alors, il y a certaines études qui ne sont pas forcément publiées parce que certains essayent aussi de Oui, breveter un genre de j'imagine. pattern. Sur le Ensuite, Covid, il y a eu beaucoup d'essais apparemment, je crois. J'en connais plusieurs, donc. oui, oui, oui. Après, c'est un peu souvent les mêmes coves qu'on retrouve. Après, ça va être plus les quantités ou les associations qui peuvent être un peu différentes. Mais, c'est vrai que de toute façon, toutes données sont intéressantes à avoir. Après, c'est vrai que c'est vraiment peut-être une signature caractéristique de telle ou telle Mhm. pathologie qui serait intéressante de trouver. Et juste pour enfin, une suggestion, est-ce que les modèles animaux pourraient vous être intéressants pour vous? Puisque là, on peut contrôler effectivement le type d'infection. Bah, disons qu'il faudrait, quand vous dites les modèles animaux pour contrôler le type d'infection, Servir de modèle, en fait. Faire des co-infections, on fait parfois des co-infections, des surinfections. Enfin, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là aussi. après, je pense que ça pourrait aussi servir de comparatif. Oui, Mais l'idée, ça serait de partir quand même d'exalat de patients à plus long terme, forcément. oui, Enfin, je veux oui, bien dire, sûr. voilà. Oui, oui, non, mais c'était juste Voilà. pour, Mais oui, pourquoi pas. C'est vrai que peut-être pour mieux définir un petit peu les signatures ouais, plus précises de telle ou Mmh. telle bactérie. potentiellement. Ouais. Mm. Est-ce Ouais. que je rebondis sur votre remarque, monsieur? Du coup, ça veut dire aussi que vous disposez en fait de certains modèles qui pourraient être intéressants en fait à tester de certains modèles animaux? Oui, oui, tout à Ouais, fait. Comme ok. d'autres laboratoires, on n'est pas les seuls. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais effectivement, ça me paraît intéressant, ouais. Et en fait, on se demandait, nous, en clinique, quelle est vraiment la pathologie qui serait la plus utile, enfin la plus judicieuse à les regarder, dans le sens où elle est soit très fréquente
dans le milieu hospitalier, dans les urgences ou parce qu'en fait, l'idée, c'est de toucher le plus de monde possible, forcément, pour qu'il y ait un intérêt économique de la part aussi des développeurs. Est-ce qu'il y a ou une pathologie qui est plus couramment rencontrée dans les services d'urgence, qui est plus difficile à détecter ou pour lesquels il n'y a pas vraiment d'outils des plus très fiables? Est-ce que vous avez une idée? Personnellement, non. Je pense que ce sont les cliniciens qui peuvent répondre, mais a priori, toute infection sévère au niveau hospitalier requiert un caractère d'urgence. Non, mais en fait, oui, pour aller dans le sens de Philippe, c'est-à-dire que, enfin, je vais parler pour la partie microbio, au sens large. La question n'est pas si simple. En fait, il va y avoir des pathologies fréquentes et graves dans pas mal de contextes. Par exemple, évidemment, il y a la partie virale qui va jouer un rôle important. Mais chez les patients qui sont infectés du Covid, pour revenir sur la partie fongique, on a de plus en plus de cas qui a été bien rapporté hein, dans la littérature depuis le Covid, d'aspergillose, de ce qui s'appelle des CAPA, des cas d'aspergillose compliqués sur les patients atteints de Covid en réanimation. C'est des cas qui sont gravissimes, pour lesquels il faut mettre un traitement très vite en place pour pour éviter des décès qui sont très fréquents. Mais enfin, votre question est, je pense, difficile à répondre dans le sens où il y a énormément de contextes différents et Ouais. on peut pas répondre, on peut pas dire, voilà, ça c'est plus prévalent dans tel. Faut évaluer plusieurs contextes, j'imagine. Mm. Certainement. Ouais, c'est-à-dire qu'on va se retrouver soit sur la partie bactérienne aux urgences, mais en effet, alors il y a déjà des outils qui existent. Il y a un germe qui est par exemple extrêmement tueur, qui est le pneumocoque, pour lequel il y a des outils, mais qui ne détectent pas tous les pneumocoques, puisque en fait, on détecte certains qui libèrent un antigène de capsule qu'on peut mesurer dans les urines, mais c'est que pas tous les sérotypes qui sont détectés, en sachant qu'en attendant, comme c'est tellement grave, qu'on le couvre de manière systématique quand le patient, arrive et en tout cas est hospitalisé en réanimation ou a une pneumopathie même en service traditionnel tellement entre guillemets, ça peut être grave. Donc il y a ce type de bactéries qui requiert, on va dire, un diagnostic, rapide. Après, ce que disait tout à l'heure Damien sur la partie fongique, c'est pas le diagnostic, c'est pas qu'il est urgent, c'est plus qu'il est extrêmement compliqué, qu'on manque d'outils, en fait, pour affiner parce que le fait de trouver le champignon dans les prélèvements, ben, ça veut pas forcément dire que le patient, il est malade, qu'en plus ce champignon, il donne plein de maladies différentes qui ne se traitent pas exactement de la même manière, des formes allergiques, des formes chroniques, des formes aigu, subaigu. Et d'ailleurs, sur ce champignon, il peut donner des formes gravissimes sur des patients bien particuliers qui notamment ont des maladies hématologiques. Et parfois, le diagnostic, il est assez compliqué en fonction de la forme, sachant que j'imagine que la forme angio-invasive va pas être extrêmement répandeuse au COV. Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est plus la broncho-invasive, mais enfin voilà. Et en tout cas, ce champignon, il pose à la fois des fois des formes très graves, à la fois des formes complexes parce qu'on a des outils mais qui sont pas du tout parfaits. D'ailleurs, les critères pour parler d'infection, ils changent tous les 4 matins et en fonction des équipes aussi, hein. C'est vrai que chaque équipe a sa manière de enfin voilà, met ses propres critères et voilà. Et en fonction, on n'a pas exactement la même conduite à tenir en termes de traitement, en termes, soit de molécules, de durée, et de prise en charge. Donc ça, c'est partie, champignons. Après sur les parties, bactéries urgentes, bah, disons qu'après en réanimation, il y a des fois des difficultés parce qu'il y a des bouillons de culture et qu'on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Mais sur les patients intubés ventilés, je ne sais pas trop comment vous allez faire. Et c'est pas une bactérie en particulier, c'est plusieurs types de bactéries qu'on va retrouver, qui sont nosocomiales, notamment, les Pseudomonas. Mm. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir, s'il y a d'autres idées? Non, non, mais je pense que tu as dit ça, c'est le problème, c'est qu'en aigu, on va se retomber, les prévalences d'urgence, c'est du communautaire, soit chez les gens qui n'ont rien, et finalement, c'est peut-être pas ceux chez qui ça va changer beaucoup la prise en charge, soit c'est chez les affections complexes, à Pseudomonas, à Aspergillus, à Mycobactéries atypiques, pourquoi pas, mais chez des patients qui sont souvent colonisés à autre chose, avec probablement un bruit de fond et d'autres bactéries associées qui font que ça va être compliqué à analyser, je pense.
Et c'est là où l'idée de Philippe avec des modèles murins pourrait permettre peut-être de faire un premier débrouillage. Parce que là, on sait ce qu'on infecte, on sait qu'il n'y a que ça, et éventuellement, quand on peut co-infecter, on peut s'amuser. Moi, je fais des modèles sur les mycobactéries, Philippe, on a différents types de modèles, en tout cas, sur lesquels on peut travailler pour faire peut-être un débrouillage initial. Ouais, je pense que la première étape, c'est vraiment d'essayer d'avoir déjà une signature précise de la bactérie, parce que même chez des patients sains, entre ceux qui fument pas, tout ça, vous avez un bruit de fond qui est variable, qui va vous faire rendre difficile déjà la part des choses sur ce qui relève vraiment de la bactérie et ce qui relève du métabolisme et des expositions du patient. Alors D'ailleurs, après, ce qui pourrait être intéressant, juste je vous laisse après la parole, mais ça pourrait même être de comparer des patients qui sont colonisés de manière chronique, genre nos patients mucos, hein, avec d'autres types de patients pour voir un petit peu justement le bruit de fond d'une colonisation, voir alors, on n'a plus beaucoup de patients mucos, tu me diras, en exacerbation, mais voir s'il y a quelque chose, un pattern qui ressort à ce moment-là, parce qu'on ne sait jamais très bien quoi. Enfin, on traite, mais on ne s'y fie pas forcément à l'antibiogramme, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, mais on n'a plus beaucoup de patients en exacerbation. Le problème, c'est que c'est pareil sur ces patients-là. On traite parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on traite, parce qu'on trouve le pseudomonas qu'on a déjà, mais il y a un moment pour pouvoir interpréter leurs résultats, et il faudra bien qu'elles aient une référence et dire. Et sauf que nos ECBC ne représentent pas ce qu'il y a dans les bronches, donc non, c'est pas simple. Ça va être compliqué de toute façon. Donc, je pense qu'il faut commencer sur de la mono-infection. Effectivement, peut-être que les modèles animaux permettront déjà d'avoir une signature un peu précise, sous réserve que dans le cadre de l'infection chez la souris, la bactérie va peut-être pas émettre les mêmes métabolites qu'elle le ferait dans un poumon malade. Mais bon, voilà. Ouais, c'est un peu ça aussi. Enfin, disons que c'est la chose à tenir, à garder en tête, c'est qu'en fait, les métabolites qui vont être exhalés, c'est pas forcément que des métabolites de la bactérie, c'est aussi des métabolites, de la modification des cellules. Donc, et les cellules, elles sont aussi modifiées par d'autres facteurs et c'est très dépendant, même espèce ou environnement. Mais bon, après, il faut bien commencer quelque part, forcément. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Je pense qu'il y a d'autres questions qui vont venir après, puisque forcément, faut que tout le monde divers vos informations et qu'on puisse potentiellement revenir vers vous si ça vous va, avec des idées, des commentaires, des questions, etc. pour la suite. Mais je pense qu'il y a largement, enfin, il y a des belles choses à faire, hein, clairement. Donc juste qu'on se pose pour essayer de bien définir la priorité. Et puis voir si vous avez la possibilité de voir si champignons, c'est possible. On a un certain nombre aussi à être intéressés par ce problème. Après, c'est peut-être un peu biaisé hein, comme point de vue. Hein. Orienté. En tout cas, merci beaucoup. Ah, pardon. Bonjour, Il y a une excusez-moi. intervention. C'est Taïeb Chouaki, je travaille en mycologie. On reste sur les champignons. Hein. Ouais, donc en fait, j'avais un petit commentaire justement concernant les applications en mycologie. Nous, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été des approches de ce type d'approche pour le diagnostic des infections fongiques. Notamment, il y a eu les travaux de K2O, justement, qui ont fait des essais avec des résultats très, très intéressants où on détectait des métabolites d'Aspergillus fumigatus. Les, les, les métabolites, c'était essentiellement de l'élixène, de l'LMN. Ils ont eu aussi des résultats assez intéressants pour pneumocystis. Et c'est des travaux, je crois qu'ils ont fait un CID
avec ce type de résultat. Et effectivement, ça a montré qu'on arrivait aussi bien à faire du diagnostic d'aspergillose invasive, de cédosporium, de pneumocystis, mais effectivement, bah, comme l'a dit Claire, la problématique, c'est que c'est la grosse difficulté, c'est la distinction entre colonisation et infection. Ouais, il y a une vraie réflexion à faire Mhm. là-dessus, je pense, hein. Parce qu'on va avoir ce problème soit du très aigu, mais au final, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début sur la partie bactérienne, soit du moins aigu, mais avec le problème de la colonisation. Mais enfin, si on arrive à répondre à colonisation de responsables des symptômes actuels, on aura fait un énorme pas, hein. Ouais, mais ce que je veux dire, mais déjà, il y a des petites choses, enfin, du moins pour Mmh, le public, qui ont été faites aussi bien pour l'aspergillus, le cédosporium, tout à pneumocystis fait. et même mucorale. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on est dans les temps. Merci à tous. On vous donne rendez-vous à 13h45 et on reprendra donc avec une après-midi thématique sur les entrepôts de données de santé. Donc avec 4 topos avec des données, enfin des présentations à la fois un petit peu sur ce qui existe, les généralités et puis des applications avec la discussion de ce que ça peut apporter, mais également des limites des entrepôts de données de santé. Eh ben, un bon appétit à tous et rendez-vous à 13h45. On va essayer de commencer à l'heure pour finir à l'heure et que chacun puisse ensuite vaquer à ses occupations. À tout à l'heure!